Je m'appelle Élise Moreau, une femme de 38 ans qui a toujours cru que la vie à Paris était un rêve éveillé, un tableau vivant peint par les mains invisibles du destin. Mon appartement haussmannien, niché au cœur du 6e arrondissement, offre une vue imprenable sur la Seine, où les reflets des lumières dansent comme des étoiles tombées du ciel. Chaque matin, je me réveille au son des cloches de Notre-Dame, lointaines mais réconfortantes, et je prépare le petit déjeuner pour ma famille. Du café frais, des croissants dorés achetés à la boulangerie du coin, et des fruits mûrs qui embaument la cuisine. C'est un rituel que j'affectionne, un ancrage dans la normalité qui masque les ombres grandissantes de mon existence. Mon mari, Antoine, est l'incarnation du succès parisien. À 42 ans, il dirige Lumière Créative, une agence de publicité florissante installée dans le quartier animé de Saint-Germain-des-Prés. Les murs de verre de nos bureaux capturent la vitalité de la ville, avec des vues sur les cafés bondés et les passants élégants. Antoine a fondé cette entreprise il y a 10 ans, transformant une petite idée en un empire qui attire des clients comme des marques de luxe internationales Chanel, Dior, et même des start-up tech de la Silicon Valley qui cherchent un flair français. Il est charismatique, avec ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, son sourire qui désarme les investisseurs, et cette assurance qui le fait briller lors des négociations. Extérieurement, nous formons le couple parfait, lui, le visionnaire ambitieux, moi, la directrice artistique qui infuse de la créativité dans chaque campagne. Nos 2 enfants, Claire et Julien, complètent ce tableau idyllique. Claire, 16 ans, est une artiste en herbe, passant ses après-midi à esquisser des portraits dans les jardins du Luxembourg, ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules comme une cascade automnale. Julien, 14 ans, est passionné par les sciences, dévorant des livres sur l'astronomie dans sa chambre tapissée de posters de la NASA. Il fréquente le lycée Henri IV, l'un des meilleurs établissements de la capitale, où leurs notes excellentes nous remplissent de fierté lors des dîners familiaux. Le week-end, nous nous promenons en famille le long des quais, visitant le Louvre ou flânant au marché aux fleurs, où l'air est saturé du parfum des roses et des lilas. Pourtant, sous cette façade polie, une tension sournoise s'insinue, comme une brume matinale qui refuse de se dissiper. Cela commence par de petites choses, imperceptibles au premier regard, mais qui s'accumulent comme des gouttes d'eau creusant la pierre. Antoine rentre de plus en plus tard, prétextant des réunions qui s'éternisent jusqu'à minuit. Les affaires, ma chérie, murmure-t-il en m'embrassant distraitement sur la joue, son parfum mêlé à une odeur étrangère, peut-être du vin rouge partagé avec des collègues, ou pire. Je me surprends à fixer son téléphone posé sur la table de nuit, vibrant de notifications qui illuminent l'écran dans l'obscurité. Une fois, j'ai osé jeter un œil, un message de Sophie, sa secrétaire, avec un emoji souriant et des mots ambigus comme « à demain pour finaliser ça », émoticône, clin d'œil. Mon cœur s'est serré, mais j'ai chassé le doute, me convainquant que c'était professionnel. À bureau, l'atmosphère est électrique, un mélange de créativité bouillonnante et de pression incessante. Je supervise une équipe de designers talentueux, imaginant des visuels qui captivent, une campagne pour un parfum où des silhouettes dansent sous la pluie parisienne, ou une pub pour une voiture électrique évoquant la liberté des routes de Provence. Antoine m'a embauché il y a des années, affirmant que mon talent était indispensable. Mais l'atli, ses compliments se font rares, remplacés par des critiques voilées. Lors d'une réunion d'équipe, il interrompt ma présentation sur une nouvelle idée, un concept audacieux mêlant art urbain et haute couture pour dire « Élise, c'est charmant, mais un peu naïf, non ? Les clients veulent du concret, pas des rêves d'artistes. » Les rires étouffés de l'équipe me font rougir, et je ravale ma réplique, sentant une boule se former dans ma gorge. Le soir, dans notre salon aux meubles design, un canapé en cuir italien, des tableaux abstraits au mur, nous dînons avec des amis influents, des publicitaires, des artistes, des entrepreneurs. Antoine brille, racontant des anecdotes sur ses voyages d'affaires à New York ou Milan, sa voix résonnant avec assurance. Moi, je souris, servant le vin et intervenant poliment, mais je sens son regard se poser sur moi avec une condescendance subtile. « Élise est si douée pour gérer la maison, » dit-il en riant, comme si c'était une blague légère. Les invités acquiescent, mais au fond de moi, une étincelle de ressentiment s'allume. Gérer la maison ? Comme si mes contributions à l'agence étaient secondaires, un hobby bienveillant accordé par sa générosité. Les nuits sont les pires. Allongé à ses côtés, je contemple le plafond orné de moulures anciennes, écoutant sa respiration régulière tandis que mon esprit tourbillonne. Je me souviens de notre rencontre à la Sorbonne,
il y a 20 ans, lui, étudiant en commerce, moi en arts appliqués. Nous étions jeunes, passionnés, déambulant main dans la main le long de la rive gauche, rêvant d'un avenir ensemble. Toi et moi contre le monde, chuchotait-il sous les arcades du Pont-Neuf. Où est passé cet amour? Remplacé par une routine qui m'étouffe, où je sacrifie mes ambitions pour soutenir les siennes. J'ai renoncé à des opportunités, une exposition solo à la Galerie Perrotin, un poste chez une agence concurrente pour élever les enfants et l'aider à bâtir Lumière Créative. Et maintenant? Une sensation de vide, comme si j'étais une ombre dans ma propre vie. Un dimanche matin, lors d'un brunch au café de Flore, cette icône existentialiste où Sartre et Beauvoir philosophèrent jadis, la tension se cristallise. Assis en terrasse, sous un ciel gris parisien, Antoine commande des œufs bénédicts pendant que je sirote un café au lait. Claire et Julien sont absents, chez des amis, nous laissant seuls. Son téléphone vibre à nouveau. Il le consulte, un sourire fugace aux lèvres, avant de le ranger. Qui était-ce, osais-je demander, ma voix plus aiguë que prévu. Rien d'important, une cliente, répond-il évasivement, changeant de sujet pour parler d'un nouveau contrat. Mais son regard fuyant, ce léger décalage dans sa posture, allume une alarme intérieure. Je feins l'indifférence, riant à ses blagues, mais intérieurement, un nuage sombre s'amasse. Plus tard, seul devant la fenêtre de notre appartement, je regarde la tour Eiffel scintiller au loin, ses lumières comme des promesses non tenues. La scène coule inlassablement, emportant les secrets de la ville. Je me sens piégée dans ce rôle d'épouse dévouée, une marionnette dans le théâtre de notre mariage. Les petites tensions, ces remarques, ces absences, cette distance émotionnelle s'accumulent, formant une fissure invisible dans la normalité apparente. Pourquoi ai-je l'impression que notre amour n'est qu'une illusion, une façade craquelée sous laquelle se cache quelque chose de plus sombre? La ville des Lumières semble soudain emplie d'ombre, et je me demande si je pourrais encore ignorer les signes qui s'intensifient. Au fil des jours, cette sensation grandit. Lors d'une promenade solitaire au jardin des Tuileries, où les statues antiques veillent sur les allées gravillonnées, je réfléchis à ma vie. Les feuilles automnales crissent sous mes pas, un vent frais porte l'odeur de la terre humide. J'observe les couples enlacés sur les bancs, enviant leur insouciance. Ai-je perdu la mienne? Antoine m'appelle pour me rappeler une soirée chez des clients ce soir-là. Sois élégante, chérie. C'est important. Sa voix est directive, presque impersonnelle. Je raccroche, un frisson me parcourant. La normalité que je chéris tant commence à se fissurer, révélant une tension croissante qui menace d'engloutir tout ce que j'ai construit. Pourtant, je m'accroche. Peut-être est-ce le stress, me dis-je en préparant ma tenue, une robe noire Chanel, des escarpins Louboutin. Ce soir, à la réception dans un hôtel particulier du Marais, je sourirai, charmerai, jouerai le rôle. Mais au fond, une voix murmure, combien de temps encore? La réponse flotte dans l'air parisien, imprévisible et menaçante, comme une tempête qui s'annonce. Les jours suivants passent comme un brouillard épais sur la Seine, où les reflets des lumières de la ville se déforment en ombres inquiétantes. La tension que j'avais sentie poindre lors de ce brunch au café de Flore s'intensifie subtilement, comme une mélodie discordante qui s'insinue dans une symphonie harmonieuse. Antoine, mon mari, commence à révéler un visage que je n'avais pas vu auparavant, un contrôle insidieux qui se manifeste par de petites piqûres, chacune plus douloureuse que la précédente. Ce n'est pas une explosion soudaine, mais une érosion lente, comme l'eau qui ronge la pierre des ponts parisiens au fil des siècles. Un soir, je rentre d'une exposition d'art à la Galerie Lafayette, le cœur encore vibrant des couleurs vives et des formes audacieuses des œuvres contemporaines. Les grands magasins, avec leurs vitrines scintillantes et leurs escalators interminables, m'ont toujours inspiré, me rappelant pourquoi j'ai choisi ce métier de directrice artistique. J'ai passé l'après-midi à flâner parmi les installations, des sculptures en néon qui pulsent comme des cœurs électriques, des toiles abstraites évoquant les tourbillons de la vie urbaine. En chemin vers notre appartement, je m'arrête chez un fleuriste rue de Rivoli pour acheter un bouquet de pivoines roses, espérant raviver un peu de romance dans notre routine. L'air est chargé de l'odeur sucrée des fleurs et du bruit des klaxons lointains, une cacophonie parisienne qui me remplit d'énergie. À la maison, Antoine est déjà rentré, assis à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert devant lui comme un bouclier. Ses doigts volent sur le clavier, et il ne lève même pas les yeux quand j'entre, posant mon sac et le bouquet avec un sourire enthousiaste. « Antoine,
Tu ne devineras jamais. À l'exposition, j'ai eu une idée géniale pour la prochaine campagne de chez Dior. Imagine, une série de visuels où les mannequins se fondent dans les monuments parisiens, comme si la mode et l'histoire ne faisaient qu'un. Ça pourrait être révolutionnaire, non? Ma voix est animée, mes gestes expressifs, comme si je peignais déjà le tableau dans l'air. Il s'arrête enfin, mais son regard est froid, distant, comme celui d'un juge face à un plaidoyer maladroit. C'est ridicule, Élise. Tu n'as pas la vision globale. Les clients veulent du concret, pas tes fantaisies artistiques. Ces mots me transpercent comme une lame froide, glissant entre mes côtes pour atteindre mon cœur. Je reste figé, le bouquet encore dans les mains, sentant les pétales délicats s'écraser sous mes doigts tremblants. Ridicule? Moi, qui ai contribué à tant de succès pour Lumière créative? Je ravale ma fierté, forçant un sourire crispé. Peut-être que tu as raison, c'est le stress de la journée. Mais intérieurement, une tempête rage, comment ose-t-il me diminuer ainsi, dans l'intimité de notre foyer? Je me convainc que c'est le poids des affaires, les deadlines qui le rendent irritable. Pourtant, cette remarque s'ajoute aux autres, formant une chaîne invisible qui commence à m'entraver. Le week-end suivant, l'ombre s'allonge lors d'une réception chez des amis à Montmartre. La colline sacrée des artistes, avec ses rues pavées et ses vues panoramiques sur la ville, est un lieu que j'adore. La maison de nos hôtes, un ancien atelier d'artistes transformé en loft moderne, est illuminée de guirlandes et remplie de rires. Des invités élégants, des galeristes, des écrivains, des collègues de l'agence circulent avec des verres de champagne à la main, discutant de la dernière biennale de Venise ou des tendances publicitaires. J'ai choisi une robe fluide en soie bleue, qui met en valeur mes yeux, et je me sens confiante, prête à briller aux côtés d'Antoine. Dès notre arrivée, il me prend par la taille, un geste possessif qui autrefois me faisait fondre, mais qui maintenant me semble calculé. Quand nos amis nous approchent, il me présente avec un sourire charmeur, voici ma charmante épouse, Élise, qui s'occupe si bien de la maison et des enfants. Il omet délibérément mon rôle à l'agence, comme si mes journées passées à concevoir des campagnes étaient un hobby insignifiant. Les invités rient poliment, levant leur verre en un toast léger, mais je sens le feu de l'humiliation monter à mes joues, une chaleur cuisante qui s'étend à ma poitrine. Et toi, Élise, que fais-tu de beau? Demande une femme, une critique d'art aux cheveux courts et au regard perçant. Avant que je puisse répondre, Antoine intervient. Oh, elle est mon pilier à la maison. Sans elle, je serais perdu. Encore ce rire collectif, qui masque mal la condescendance. Je m'excuse discrètement et me réfugie dans la salle de bain, un petit havre aux murs tapissés de miroirs anciens. Face à mon reflet, je vois une femme aux traits tirés, les yeux brillants de larmes contenues. Pourquoi minimise-t-il mes accomplissements? Suis-je vraiment réduite à cela, une épouse domestique, une ombre derrière son succès? Les larmes coulent silencieusement, traçant des sillons sur mon maquillage. Je m'essuie les joues d'un geste rageur, me promettant de ne pas craquer devant les autres. Mais au fond, une graine de doute germe, est-ce le début de quelque chose de plus sombre? Le lendemain matin, au bureau de Lumière créative, la réalité professionnelle amplifie le malaise. Les locaux, avec leurs open spaces baignés de lumière naturelle et leurs murs couverts de mood-boards colorés, bourdonnent d'activité. J'ai préparé une présentation pour une nouvelle cliente, une marque de cosmétiques bio, avec des slides impeccables, des visuels inspirés des jardins de Versailles, mêlant nature et élégance. L'équipe est excitée, et je sens l'adrénaline monter alors que je répète mon pitch devant mon écran. Mais Antoine entre dans la salle de réunion sans frapper, son assistant sur les talons. Élise, j'annule ta présentation. Tu n'es pas prête. Je m'en occupe moi-même. Son ton est définitif, sans appel, et son regard, autrefois amoureux et complice, est maintenant calculateur, comme s'il évaluait un actif défectueux. Les membres de l'équipe échangent des regards gênés, et je sens mon estomac se nouer. Mais Antoine, j'ai travaillé des semaines là-dessus. Ma voix tremble, mais il balaie l'objection d'un geste. Fais-moi confiance, c'est pour le bien de l'agence. Il sort, me laissant seul avec mon humiliation, les slides encore projetés sur le mur comme un rappel cruel. Dès au retour à mon bureau, je m'effondre sur ma chaise, fixant l'écran sans le voir. Par hasard, ou peut-être par un instinct inconscient, je remarque que son ordinateur, laissé ouvert sur la table voisine lors d'une pause café, affiche une boîte mail.
Un email attire mon attention, de Sophie, sa secrétaire aux cheveux blonds et au sourire perpétuel. Cher Antoine, j'ai adoré notre dîner hier soir. Tes idées sont si inspirantes, et plus encore. À bientôt, suivent des échanges intimes, des détails qui me font rougir de rage et de douleur, des compliments sur son charisme, des allusions à des rencontres secrètes dans des hôtels du quartier latin. Mon estomac se noue, une nausée monte comme une vague. Trahison ? Le mot résonne dans ma tête, assourdissant point ce soir-là, dans notre cuisine moderne aux lumières tamisées des spots LED encastrés qui diffusent une lueur chaude sur les plans de travail en marbre, je le confronte. Il prépare un risotto, remuant la cuillère avec nonchalance. Antoine, j'ai vu les emails avec Sophie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ma voix est calme, mais mon cœur bat la chamade. Il se tourne, un sourire condescendant aux lèvres, et me caresse la main comme pour apaiser un enfant capricieux. C'est professionnel, Élise. Tu imagines des choses. Sophie est juste une collaboratrice enthousiaste. Son ton est manipulateur, doux et insidieux, me faisant douter de mes propres yeux. Mais les messages, ils sont personnels. Il rit doucement. Tu es fatiguée, ma chérie. Laisse-moi m'occuper de toi. Il m'attire dans ses bras, mais son étreinte est vide, un geste calculé pour me désarmer. Je me retire dans la chambre, prétextant une migraine. Allongé dans le lit king size au drap de soie, je ne dors pas, hanté par des souvenirs de notre jeunesse passionnée à la Sorbonne. Nous nous étions rencontrés en cours de philosophie, débattant de Sartre et de l'existence authentique. Lui, avec son charisme naissant, moi, avec ma créativité débordante. Nous passions des nuits entières à errer dans les rues de Saint-Michel, embrassés sous la pluie, promettant un amour éternel. Comment en sommes-nous arrivés là ? À cette manipulation émotionnelle qui s'installe, érodant ma confiance jour après jour, comme l'acide ronge le métal. Les nuits suivantes, le doute s'amplifie. Je surprends des appels tardifs, des chuchotements dans le bureau. Antoine devient plus distant, ses critiques plus fréquentes. Élise, tu devrais te reposer plus, tu as l'air épuisée. Traduction, tu n'es plus à la hauteur. Je me sens petite, insignifiante, une poupée dans son jeu. Pourtant, une étincelle de résistance naît au fond de moi, un feu couvant qui attend son heure. Paris, avec ses nuits étoilées et ses secrets enfouis, semble m'observer, attendant la suite de cette danse tragique. La crise culmine lors d'une réunion cruciale à l'agence Lumière Créative, un événement que j'attendais avec une mixture d'excitation et d'appréhension. C'est un après-midi ensoleillé de printemps à Paris, où la lumière filtre à travers les grandes baies vitrées de la salle de conférence, projetant des motifs dansants sur les murs blancs immaculés. La pièce, perchée au dernier étage de notre immeuble de Saint-Germain-des-Prés, offre une vue panoramique sur les toits ancés de la ville, avec la tour Eiffel se dressant au loin comme une sentinelle indifférente. Autour de la table ovale en verre poli, des investisseurs potentiels venus de Lyon et de Marseille sont assis, leurs costumes sombres contrastant avec les chaises design ergonomiques. Il y a Monsieur Laurent, un homme d'affaires lyonnais aux cheveux grisonnants et au regard perçant, flanqué de son assistante, et Madame Duval de Marseille, une femme élégante aux lunettes cerclées d'or, accompagnée d'un jeune analyste financier. Ils représentent des millions d'euros potentiels pour une nouvelle campagne publicitaire ambitieuse, un partenariat avec une marque de luxe internationale qui pourrait propulser l'agence vers de nouveaux sommets. Antoine, mon mari, dirige la discussion avec son charisme habituel, vêtu d'un costume sur mesure bleu marine qui accentue sa silhouette athlétique. Ses gestes sont fluides, sa voix résonne avec assurance alors qu'il expose les forces de Lumière Créative, nos campagnes innovantes, notre portefeuille de clients prestigieux, nos awards remportés au Cannes Lions. Je suis assise à sa droite, en tant que directrice artistique, prête à présenter mes concepts. J'ai passé des nuits entières à peaufiner mes slides, des visuels époustouflants inspirés des impressionnistes, où des silhouettes modernes se fondent dans des paysages urbains parisiens, pour promouvoir une ligne de parfums éphémères. Mon cœur bat un peu plus fort que d'habitude, non seulement à cause de l'enjeu professionnel, mais aussi des tensions accumulées ces dernières semaines, ces remarques acerbes, ces emails suspects avec Sophie. Pourtant, je me tiens droite, dans ma jupe crayon noir et mon chemisier en soie ivoire, mes cheveux relevés en un chignon sophistiqué, déterminée à briller. Et la réunion progresse sans accroc au début. Antoine distribue des dossiers,
fait circuler des graphiques sur les projections de croissance, et les investisseurs hochent la tête, impressionnés. Puis, soudain, il change l'ordre du jour avec une abrupteté qui me glace le sang. Il se tourne vers moi, un sourire faux plaqué sur les lèvres, ce genre de sourire qu'il réserve aux négociations tendues, pas à sa femme. Élise, chérie, nous devons régler quelque chose d'urgent avant de continuer, annonce-t-il d'une voix suave, mais avec une pointe d'autorité qui fait taire la pièce. Les investisseurs échangent des regards interrogateurs, leurs stylos suspendus au-dessus de leurs notes. Mon pouce accélère, qu'est-ce que cela peut bien être? Une surprise professionnelle? Mais non, son ton est trop personnel, trop intime pour ce cadre. Elle sort d'une enveloppe craft des documents impeccablement pliés, les déployant sur la table comme s'il s'agissait d'un contrat banal. Après réflexion, il est temps de formaliser notre divorce, déclare-t-il calmement, comme s'il commentait la météo. Élise, tu cèdes tous tes droits sur l'agence que j'ai bâtie seule. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre dans le silence assourdissant de la salle. Mon monde vacille, le divorce? Ici, maintenant, devant ces étrangères? Les investisseurs se raidissent, Monsieur Laurent tousse discrètement, Madame Duval détourne le regard vers la fenêtre, feignant d'admirer la vue. Le silence est oppressant, ponctué seulement par le tic-tac distant d'une horloge murale et le bourdonnement discret de la climatisation. Mon cœur bat la chamade, un tambour frénétique dans ma poitrine, et mes mains tremblent sur la table, froissant involontairement un coin de mon dossier. Humilié publiquement, je sens une vague de chaleur envahir mon visage, mes joues s'empourprent d'un rouge brûlant. Des années de mariage, de sacrifices, balayées en un instant devant ces témoins involontaires. Antoine, pas ici, murmure-je, ma voix brisée, à peine audible, comme un souffle étouffé. Je jette un regard implorant autour de la table, espérant une intervention, mais les investisseurs restent muets, leurs expressions mélangeant embarras et pitié. Leurs yeux me brûlent la peau, comme des projecteurs accusateurs braqués sur ma vulnérabilité. Mais il insiste, tendant un stylo plume Ment Blank avec une insistance glaciale. Signe, Élise. C'est pour le bien de tous. Nous pouvons ensuite revenir aux affaires. Son ton est paternaliste, manipulateur, comme s'il dirigeait une employée récalcitrante plutôt que sa compagne de 15 ans. Les regards pitoyants des présents se mélangent de compassion forcée et de malaise me transpercent comme des aiguilles. Trahi, manipulé devant des inconnus qui, hier encore, me respectaient en tant que professionnel accompli. Comment en sommes-nous arrivés là? Les souvenirs affluent en un tourbillon, nos vœux échangés sous les voûtes de l'église Saint-Sulpice, les nuits blanches à bâtir l'agence ensemble, mes idées qui ont sauvé des contrats cruciaux. Tout cela réduit à néant par cette scène grotesque. J'y signe sans un mot, les doigts engourdis, comme si mon corps agissait indépendamment de mon esprit. Le stylo gratte le papier, un son amplifié dans le silence, scellant non seulement la séparation, mais aussi mon humiliation. En relevant la tête, je croise le regard d'Antoine, triomphant, calculateur, sans une once de remords. Les investisseurs murmurent enfin, prétextant une pause, mais leurs voix sont lointaines, étouffées par le bourdonnement dans mes oreilles. Je me lève, les jambes flageolantes, et sors de la salle tête baissée, évitant les miroirs des couloirs qui reflètent une femme brisée. Dans le couloir, je croise Sophie, sa secrétaire non, sa maîtresse, comme les emails l'ont révélé. Elle se tient là, un dossier à la main, un sourire victorieux aux lèvres, subtil mais indéniable. Ses yeux verts pétillent d'une satisfaction cruelle, et elle incline légèrement la tête en un salut moqueur. La trahison est totale, un poignard enfoncé plus profondément. Je passe sans un mot, l'ignorant, mais intérieurement, une rage sourde monte, mêlée à une douleur lancinante. Seul dans l'ascenseur descendant vers le rez-de-chaussée, les murs métalliques se referment comme une cage. Je m'effondre enfin, adossé à la paroi froide, les sanglots secouant mon corps en spasmes incontrôlables. Les larmes coulent librement, inondant mon visage, et je mords mon poing pour étouffer les cris qui menacent d'éclater. Le poids de l'humiliation m'écrase l'âme, comme une pierre immense sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Moi, Élise Moreau, l'artiste ambitieuse devenue épouse effacée, piégée dans ce rôle que j'ai accepté par amour, par peur de la solitude. Les étages défilent en chiffres lumineux, indifférents à ma détresse. Dehors, Paris continue son balai incessant, les touristes sur les trottoirs, les vélos filant le long des rues,
le parfum des crêpes d'un vendeur ambulant. Mais pour moi, la ville a perdu son éclat, elle n'est plus qu'un décor flou derrière mes larmes. Je marche sans but, les talons claquant sur les pavés, traversant le pont des Arts où des cadenas d'amour rouillent sous la pluie intermittente. Chaque pas amplifie l'écho de l'humiliation, les regards des investisseurs, le sourire d'Antoine, la victoire de Sophie. Mon téléphone vibre des messages de Claire et Julien, nos enfants, ignorant tout de ce cataclysme. Comment leur annoncer? La douleur est physique, une brûlure au creux de l'estomac, un vide abyssal qui menace de m'engloutir. Pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une étincelle naît, la conscience que cette humiliation, aussi dévastatrice soit-elle, pourrait être le catalyseur d'un changement. Assise sur un banc face à la Seine, observant les bateaux-mouches glisser sur l'eau verte, je laisse les larmes sécher sur mes joues. Le soleil décline, peignant le ciel en nuances d'orange et de pourpre, un spectacle indifférent à ma souffrance. Mais en moi, la tempête fait rage, et je sais que je ne pourrai plus ignorer cette trahison. L'humiliation publique n'est pas la fin, c'est le début d'une révolte intérieure, un feu qui couve sous les cendres de mon mariage brisé. Les heures passent, et je rentre enfin à l'appartement, l'esprit engourdi. Antoine n'est pas là, probablement en train de célébrer sa victoire avec Sophie. Je m'assois dans le salon, entouré des meubles que nous avons choisis ensemble, et je revisite la scène en boucle, chaque détail gravé comme une cicatrice. Le sourire faux, les documents froissés, les regards fuyants. L'impact émotionnel est profond, une plaie ouverte qui saigne encore, mais qui, peut-être, cicatrisera en force. Paris la nuit s'illumine au-delà de la fenêtre, une ville de résilience, et je me promets silencieusement de renaître de cette humiliation. Les heures suivant l'humiliation dans cette salle de conférence impitoyable passent comme un rêve fiévreux, un tourbillon où la réalité se dissout dans un océan de douleur. Je quitte l'agence, lumière créative, les jambes tremblantes, le monde extérieur se fondant en un flou indistinct. Paris, cette ville éternelle qui m'a toujours semblé un refuge, devient soudain un labyrinthe hostile. Une pluie fine commence à tomber, comme si le ciel lui-même pleurait avec moi, ses gouttes légères masquant les larmes qui ruissellent sur mes joues. Je marche sans but le long des boulevards animés de Saint-Germain-des-Prés, croisant des passants pressés sous leurs parapluies noirs, indifférents à ma détresse. Les vitrines des cafés, ces lieux chaleureux où j'ai si souvent ri avec Antoine, me renvoient mon reflet spectral, une femme brisée, les yeux rougis, les épaules voûtées sous le poids d'une trahison publique. Mes pas me guident instinctivement vers le jardin du Luxembourg, ce havre de verdure au cœur de la capitale, où les allées gravillonnées serpentent entre des statues antiques et des parterres de fleurs printanières. La pluie s'intensifie légèrement, imprégnant l'air d'une odeur terreuse et fraîche, mélange de terre humide et de pétales fanés. Je m'assois sur un banc en bois usé, face au grand bassin où des enfants font voguer des bateaux miniatures malgré le crachin. Le bruit distant de leurs rires innocents contraste avec le tumulte intérieur qui m'agite. Assise là, les mains crispées sur mes genoux, je revisite mentalement notre mariage, comme si je feuilletais un album photo jauni par le temps. Les signes étaient là, omniprésents, mais je les avais ignorés, aveuglé par l'amour ou la peur de l'inconnu. Tout a commencé par ces critiques voilées, ces remarques anodines qui s'insinuaient comme du poison lent. « Élise, tu es si naïve », disait-il en riant lors de dîners avec des amis, transformant mes idées en blagues légères. Ces absences prolongées, ces « réunions tardives » qui le retenaient jusqu'à l'aube, laissant notre lit froid et vide. Je me souviens des nuits où je l'attendais, fixant le plafond orné de moulures dans notre appartement haussmannien, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours inexorable. Et sa façon de me diminuer pour se grandir, lors de présentations à l'agence, il interrompait mes exposés, affirmant que mes concepts étaient charmants mais irréalistes, pendant que l'équipe hochait la tête en silence. L'humiliation n'était pas nouvelle, elle était un fil rouge tissé dans notre quotidien, une manipulation émotionnelle subtile qui me faisait douter de ma propre valeur. Étais-je vraiment incompétente, ou était celui qui m'éclipsait pour briller seul? La pluie redouble, formant des flaques miroitantes sur les allées, et je serre mon manteau autour de moi, frissonnant non seulement de froid mais d'une rage naissante. Comment ai-je pu laisser cela s'installer? Notre amour, autrefois passionné, ses promenades main dans la main le long de la Seine, ses baisers volés sous les arcades du Pont-Neuf s'était mué en une prison dorée. Antoine m'avait utilisé, profitant de ma dévotion pour bâtir son empire publicitaire, tout en me reléguant au second plan, une épouse trophée plutôt qu'une partenaire égale. Mes sacrifices renoncés à une carrière solo pour élever Claire et Julien,
Injecter mes idées créatives dans « lumière créative » sans reconnaissance n'avait servi qu'à gonfler son ego. La conscientisation frappe comme un éclair illuminant les ténèbres. J'ai été manipulée, jour après jour, jusqu'à ce point de non-dash retour. Je rentre chez nous en fin d'après-midi, les rues de Paris s'illuminant déjà des lumières des boutiques et des réverbères. L'appartement, autrefois un cocon chaleureux avec ses hauts plafonds et ses meubles design, résonne maintenant d'un vide assourdissant, comme un écho de souvenirs amers. Les enfants sont chez des amis pour le week-end, et Antoine, où est-il? Probablement avec Sophie, célébrant sa victoire. Je traverse le salon, effleurant du bout des doigts les cadres photos sur la cheminée, notre mariage à la mairie du 6e arrondissement, des vacances en Provence avec les enfants riant sous le soleil. Chaque image est un mensonge, une façade craquelée. Poussé par une curiosité morbide, ou peut-être par un instinct de survie, je fouille dans ses affaires. Son bureau, un sanctuaire interdit où il passe tant d'heures, recèle des secrets dans ses tiroirs verrouillés, mais j'ai la clé, cachée depuis des années. Là, au milieu de factures et de contrats, je trouve les preuves irréfutables, des reçus pour des bijoux coûteux achetés chez Cartier, des dîners romantiques au Ritz, tous datés des soirs où il était en réunion. Et pire, un téléphone secondaire dissimulé au fond d'un dossier, rempli de messages explicites avec Sophie. « Tu me manques déjà, mon amour », écrit-elle, suivi de photos intimes qui me font chanceler. Mon cœur se brise en un millier d'éclats, une douleur physique qui me plie en deux, m'obligeant à m'asseoir sur le sol parqueté. Les larmes coulent à nouveau, chaudes et salées, mais au milieu de ce chaos, une clarté émerge, cristalline et implacable. Antoine n'a jamais été l'homme que je croyais, il m'a exploité, transformant ma loyauté en outil pour son ascension, tout en tissant une toile de mensonges. Je me relève, chancelante, et me dirige vers la salle de bain, allumant les lumières vives qui révèlent sans pitié les cernes sous mes yeux. Face au miroir aux bordures dorées, je fixe mon reflet, une femme de 38 ans, aux traits fins mais marqués par les ans, aux cheveux châtains cascadant en boucles fatiguées. Assez, murmure-je à voix haute, ma voix résonnant dans la pièce carrelée. Le mot est simple, mais il porte en lui une révolution. La conscientisation frappe comme un éclair, illuminant les recoins sombres de mon esprit. J'ai contribué à l'agence autant que lui, mes idées ont sauvé des campagnes, mes nuits blanches ont forgé des succès. Pourquoi ai-je cédé à ces manipulations? Par peur de la solitude, de perturber la vie des enfants, de perdre cette illusion de stabilité? Mais maintenant, la rage bouillonne en moi, un feu purificateur qui consume les doutes. Ce soir-là, alors que le soleil se couche sur Paris, peignant la Seine en teinte orangée visible depuis notre balcon, je prends une décision. Discrètement, je contacte Maître Duval, un vieil ami de la faculté de la Sorbonne, un avocat spécialisé en droit familial que j'ai croisé lors d'une exposition il y a des mois. Je lui envoie un message crypté, prétextant une consultation urgente. Il répond rapidement, et nous convenons d'un appel. Sa voix, chaleureuse et professionnelle, est un baume sur mes plaies. Élise, raconte-moi tout. Je déballe l'histoire, l'humiliation publique, les preuves de trahison, les années de manipulation. Il écoute patiemment, puis révèle une vérité qui allume une lueur d'espoir dans les ténèbres. En vertu de notre régime matrimonial communautaire, j'ai des droits sur la moitié des actions de Lumière Créative. Tu n'es pas sans ressources, Élise. Tu as investi ton temps, ton talent, la loi le reconnaît. Cette révélation est un phare dans la nuit. Je réfléchis à ma situation, assise sur le balcon avec une tasse de thé fumant, observant les lumières de la tour Eiffel scintiller comme des promesses renouvelées. Je suis piégée dans un cycle de trahison, une spirale où chaque tour m'affaiblit un peu plus, mais je suis capable de briser les chaînes. Les enfants, Claire avec son talent artistique hérité de moi, Julien avec sa curiosité scientifique, ils méritent une mère forte, pas une ombre effacée. Les nuits suivantes, je planifie en secret, transformant la douleur en détermination. Je note des idées dans un carnet caché, évaluer les actifs, consulter des experts financiers, préparer une sortie. Chaque soir, alors qu'Antoine rentre tard, feignant l'innocence, je le regarde avec des yeux neufs, voyant le manipulateur derrière le masque. Et la protagoniste en moi s'éveille enfin, une force longtemps étouffée qui se déploie comme les ailes d'un papillon émerge de sa chrysalide. Paris, avec ses rues bruissantes et ses secrets enfouis, devient mon allié. Je marche de nouveau dans les jardins, mais cette fois avec une résolution ferme. La pluie a cessé,
laissant place à un ciel étoilé, et je sens une énergie nouvelle pulser en moi. La conscientisation n'est pas seulement une révélation, c'est une renaissance, un appel à reprendre le contrôle de ma vie. Bientôt, Antoine découvrira que sa victime est devenue une guerrière, prête à revendiquer ce qui lui revient. Le point de rupture arrive comme une tempête longtemps annoncée, balayant enfin les nuages noirs qui planaient sur ma vie. C'est lors d'une seconde réunion, organisée sous le prétexte fallacieux de finaliser la séparation que Antoine a imposée lors de cette humiliation publique. Il m'a contacté la veille, sa voix au téléphone feignant une neutralité professionnelle, comme s'il s'agissait d'une simple formalité administrative. Viens demain à l'agence, Élise. Maître Duval sera là pour superviser les papiers. C'est pour clore ce chapitre proprement. J'ai accepté, mon cœur battant d'une excitation contenue, car ce qu'il ignore, c'est que ce rendez-vous n'est pas son piège, mais le mien. Maître Duval, cet avocat discret que j'ai engagé en secret après avoir découvert les preuves de sa trahison, n'est pas le médiateur neutre qu'Antoine imagine. Il est mon allié, armé de faits irréfutables et de la loi française sur le régime matrimonial communautaire. Le lendemain matin, Paris s'éveille sous un ciel gris perle, la Seine miroitant faiblement sous un soleil timide. Je me prépare avec soin dans l'appartement vide, les enfants sont à l'école, ignorant encore la tourmente qui se prépare. J'enfile une tailleur pantalon noir, élégant et sobre, qui me donne une allure de femme d'affaires impitoyable, mes cheveux relevés en un chignon serré, un maquillage discret pour masquer les cernes des nuits blanches passées à planifier. En descendant les escaliers haussmanniens, je sens une adrénaline nouvelle pulser dans mes veines, comme si chaque marche me rapprochait de la liberté. Le métro, bondé de Parisiens pressés, m'emporte vers Saint-Germain-des-Prés, où, lumière créative, trône comme un bastion de créativité, ou plutôt, comme le royaume qu'Antoine Croissien. J'arrive à l'agence un peu en avance, traversant le hall d'accueil où les réceptionnistes me saluent avec un mélange de pitié et de curiosité. Les rumeurs de notre séparation ont déjà filtré. Sophie est là, derrière son bureau, son sourire artificiel figé en me voyant. Ses yeux verts trahissent une pointe d'inquiétude, sait-elle que son règne de maîtresse est menacé? Je l'ignore superbement, montant directement à l'étage de la salle de conférence. L'air y est chargé de tension, imprégné de l'odeur du café frais et des effluves de parfums coûteux. La même table ovale en verre poli, les mêmes chaises design où, il y a peu, j'ai signé ma reddition sous les regards pitoyants des investisseurs. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Antoine est déjà là, confiant, entouré de deux de ses associés fidèles, des hommes en costume gris, notebooks ouverts, prêts à noter chaque détail. Il porte son habituel costume bleu marine, sa cravate nouée avec précision, un sourire arrogant aux lèvres comme s'il tenait déjà la victoire. Maître Duval arrive peu après, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, portant une mallette en cuir usé et un air serein. Antoine le salue chaleureusement, le croyant son allié neutre, engagé pour superviser la formalité. Asseyons-nous, dit Antoine d'une voix autoritaire, s'installant en bout de table comme un roi sur son trône. Élise, tu as signé lors de la dernière réunion. C'est fini. Aujourd'hui, nous validons la cession de tes droits sur l'agence. Maître Duval ici présent veillera à ce que tout soit en ordre. Son arrogance me frappe comme une gifle, mais je reste calme, me tenant droite sur ma chaise, les mains posées à plat sur la table pour masquer leur léger tremblement. L'air est électrique, chargé d'une anticipation que seul Duval et moi percevons. Antoine, dis-je enfin, ma voix ferme malgré la boule dans ma gorge, tu m'as humilié publiquement, trahi de la pire des manières. J'ai signé, oui, mais sous contrainte émotionnelle, devant des témoins qui peuvent attester de la pression exercée. Les associés échangent des regards surpris, et Antoine fronce les sourcils, son assurance craquelant légèrement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du passé. Signe les addendas et partons en bons termes. C'est le moment. Sans hésiter, je révèle la vérité, comme on abat une carte maîtresse dans un jeu de poker tendu. Maître Duval n'est pas un avocat neutre. Il est mon avocat personnel. Le choc fige le visage d'Antoine, ses traits se décomposent en une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillent, sa bouche s'entr'ouvre en un muet de stupéfaction. Les associés se raidissent, l'atmosphère devenant suffocante. Duval prend la parole d'une voix posée, sortant des documents de sa mallette. Monsieur Moreau, en tant qu'avocat de Madame Élise Moreau, je dois vous informer des faits.
Selon le Code civil français, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, Élise, en tant qu'épouse et contributrice active à Lumière Créative, détient de droit la moitié des actions de l'entreprise. Ses contributions créatives, documentées par des emails, des rapports et des témoignages d'employés, prouvent son rôle essentiel dans le développement de l'agence. Antoine Blémy, son teint virant au pâle comme un linge, balbutiant des mots incohérents, impossible. C'est mon entreprise. J'ai tout bâti seul. Sa voix monte en un crescendo paniqué, ses mains agrippant la table comme pour s'ancrer dans une réalité qui lui échappe. Les associés murmurent, jetant des regards nerveux vers la porte, comme s'ils sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Duval continue, implacable, exposant les preuves, des bilans financiers montrant mes investissements en temps et idées, des contrats signés conjointement, des emails où Antoine lui-même admettait mon rôle pivotal. La signature obtenue sous contrainte publique n'est pas valide. Élise peut réclamer sa part, et nous déposerons une demande de divorce pour faute, incluant adultère et manipulation émotionnelle. Je me lève alors, ma voix tremblante mais résolue, portée par une force intérieure que je n'avais pas sentie depuis des années. Tu as cru me briser, Antoine, me réduire à une épouse effacée, une ombre derrière ton succès. Mais tes trahisons m'ont renforcé. J'ai vu clair dans tes jeux, et maintenant, je reprends ce qui m'appartient. En sortant de la salle, tête haute, je sens une libération immense envahir mon corps, comme si des chaînes invisibles se brisaient enfin. Mes pas résonnent dans le couloir, chaque claquement de talon une affirmation de ma souveraineté. Derrière moi, j'entends Antoine éructer des protestations, mais sa voix s'estompe, insignifiante. Le point de rupture est atteint, irrémédiable. Dehors, l'air frais de Paris me frappe, vivifiant, et je marche vers un café voisin, un petit bistrot au bord de la Seine où les tables en terrasse offrent une vue sur les bateaux-mouches glissant paresseusement sur l'eau scintillante. Je m'assois, commandant un café noir, et respire profondément, inhalant l'odeur des croissants frais et du fleuve. Pour la première fois depuis des mois, je me sens légère, libérée du poids de la manipulation. Ce n'est plus seulement une idée, c'est une réalité. Maître Duval m'a déjà préparé les papiers pour une demande de divorce réelle, protégeant mes droits sur l'agence et nos biens communs. J'appelle Claire et Julien, leur expliquant tout avec douceur, ma voix tremblant d'émotion. Maman, on est avec toi, dit Claire, sa voix adolescente chargée de maturité inattendue. Julien ajoute, papa a été injuste. On t'aime. Leur soutien est un baume, renforçant ma détermination. Seul au café, observant les touristes flâner le long des quais, je réfléchis à cette explosion intérieure. La force que je croyais étouffée par des années de soumission éclate enfin, comme un volcan longtemps dormant. Antoine m'a sous-estimé, voyant en moi une femme fragile, mais j'ai transformé sa trahison en carburant. Plus de manipulation, plus de doute. Je reconstruis ma vie, loin de son ombre toxique. Peut-être lancerai-je ma propre agence, inspirée par mes rêves d'étudiante, ou voyagerai-je avec les enfants en Italie, redécouvrant l'art sans contrainte. Paris, cette ville de lumière et de révolution, semble m'applaudir, ses rues bruissantes d'une énergie renouvelée. La décision est prise, irrévocable, je suis libre, et rien ne m'arrêtera plus. Les heures suivantes sont un tourbillon d'action. De retour à l'appartement, je rassemble mes affaires essentielles: vêtements, documents personnels, un album photo des enfants et réserve un hôtel discret dans le Marais pour les prochains jours. Antoine m'appelle sans cesse, ses messages passant de la fureur à la supplication: Élise, reviens, on peut discuter. Mais je bloque son numéro, coupant le dernier lien. Maître Duval dépose la demande de divorce au tribunal, joignant les preuves d'adultère, ses emails et factures que j'ai exhumées. Les enfants me rejoignent le soir, leur sac à dos rempli, et nous dînons dans un petit restaurant italien, riant pour la première fois depuis longtemps. Maman, tu es si forte, murmure Claire en me serrant la main. À la nuit, dans la chambre d'hôtel aux murs tapissés de motifs floraux, je contemple le plafond, un sourire aux lèvres. Le point de rupture n'est pas une fin, mais un commencement. Ma force intérieure, longtemps étouffée par la peur et l'amour aveugle, explose enfin en un feu d'artifice de possibilités. Paris dort dehors, mais en moi, une nouvelle Élise émerge, prête à conquérir le monde.
Le lendemain de cette révélation explosive dans la salle de conférence, Antoine réagit avec une fureur prévisible, un ouragan de manipulation qui balaie tout sur son passage, mais qui ne fait que renforcer les remparts que j'ai érigés autour de moi. Je m'installe temporairement dans un hôtel discret du Marais, un petit établissement aux façades fleuries et aux chambres cosy, où l'odeur du café frais monte des étages inférieurs chaque matin. Claire et Julien me rejoignent le soir même, leurs valises à la main, leurs visages marqués par une confusion mêlée de loyauté. « Maman, on reste avec toi », déclare Claire, ses yeux bleus hérités de moi brillant d'une détermination farouche. Julien, plus réservé, hoche la tête, serrant son sac à dos comme un bouclier. Nous passons la nuit à parler, blottis sur le lit king size, partageant des pizzas commandées et des souvenirs doux amers, loin du chaos que Antoine déchaîne déjà point dès l'aube. Mon téléphone vibre sans relâche, un assaut incessant de messages et d'appels qui illuminent l'écran comme des feux de détresse. Antoine alterne entre supplications larmoyantes et menaces voilées, sa voix au bout du fil passant d'un ton implorant à un grondement rageur. Élise, reviens à la maison. C'était une erreur stupide, Sophie n'est rien pour moi, juste une passade, pleure-t-il lors du premier appel, sa voix tremblante feignant le remords. Je l'écoute en silence, sirotant un thé à la menthe sur le balcon de l'hôtel, observant les rues du Marais s'animer avec les livreurs de croissants et les joggeurs matinaux. Puis, comme un interrupteur basculé, sa tonalité change, « Tu vas tout ruiner, Élise. Pense aux enfants, à notre famille. Si tu persistes, je ferai en sorte que tu regrettes. » Les menaces glissent sur moi comme l'eau sur les pavés parisiens après une averse. Je sais maintenant qu'elles sont vides, des armes émoussées par des années de manipulation. Et elles ne s'arrêtent pas là. Des fleurs arrivent à l'hôtel dans l'après-midi, un bouquet extravagant de roses rouges et de lys blancs, livré par un coursier essoufflé. La carte jointe, écrite de sa main élégante, dégouline de sentimentalisme, « Notre amour peut renaître des cendres, Élise. Laisse-moi une chance de te prouver que je suis l'homme que tu as aimé. » Je lis ces mots devant Claire, qui roule des yeux avec un sarcasme adolescent. C'est pathétique, maman. Il pense qu'on est dans un film romantique? Nous rions ensemble, un rire libérateur qui allège l'atmosphère lourde, et je jette les fleurs dans la poubelle de la chambre, leurs pétales se froissant comme les mensonges d'Antoine. Au bureau, il passe à la vitesse supérieure, convoquant une réunion d'urgence avec les employés de « Lumière créative ». J'apprends cela par un message discret d'une collègue loyale, une graphiste que j'ai formée il y a des années. Il essaie de te discréditer, Élise. Il dit que tu es instable, que le stress t'a fait perdre la tête. Je visualise la scène, la salle de conférence baignée de lumière, Antoine au centre, gesticulant avec son charisme habituel, peignant un portrait de moi comme une femme hystérique, victime de ses propres émotions. Élise traverse une crise, mais l'agence doit avancer, imagine-je qu'il dit, ralliant les troupes contre moi pour sauver son empire chancelant. Mais je reste ferme, conseillé par Maître Duval, qui m'appelle pour me briefer, ne réagissez pas publiquement. Laissez-le s'enfoncer, chaque faux pas renforce notre dossier. Je souris intérieurement, sachant que plusieurs employés, témoins de mes contributions essentielles, commencent à murmurer en ma faveur, des emails de soutien affluent discrètement sur ma boîte personnelle. Et la confrontation finale survient le soir même, chez nous ou plutôt, ce qui fut notre maison. Antoine m'a supplié de venir, pour les enfants, prétextant une discussion familiale. J'accepte, escorté par Duval pour éviter tout piège, entrant dans l'appartement haussmannien comme une étrangère. L'air est chargé d'une tension palpable, l'odeur familière du dîner, un rôti qu'il a probablement commandé pour feindre la normalité flottant dans la cuisine. Les enfants sont là, assis sur le canapé, leurs regards oscillant entre nous comme des pendules. Antoine, les yeux rougis par ce qui semble être des larmes authentiques, s'agenouille soudain devant moi, un geste théâtral qui me prend au dépourvu. Élise, je t'aime encore. Annulons tout cela. Sophie était une erreur, une faiblesse. Nous pouvons reconstruire, pour Claire, pour Julien. Ses yeux implorants, autrefois si séduisants, masquent maintenant la panique brute de perdre le contrôle sur moi, sur l'agence, sur sa vie parfaite. J'y sens la manipulation dans chaque fibre de son être. Ce n'est pas l'amour qui parle, mais son ego blessé, terrifié à l'idée de voir son empire se fissurer. Ses mains tremblent en saisissant les miennes, froides et moites, et je retire les miennes doucement, mais fermement. Non, Antoine. Tes jeux sont finis, réponds-je calmement,
ma voix résonnant avec une assurance nouvelle, forgée dans le creuset de la trahison. Tu m'as humilié, trompé, manipulé pendant des années. Ce n'est pas pour les enfants que tu plaides, mais pour sauver ta façade. Les enfants, témoins silencieux, hochent la tête, Claire se lève pour me serrer la main, Julien murmure un « bravo, maman » qui me remplit de fierté. Antoine se relève, le visage déformé par la rage, alternant entre supplication et accusation, « Tu es égoïste. Tu détruis tout. » Ma force grandit face à ces tentatives désespérées, comme une plante qui pousse plus vigoureusement après une tempête. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste manipulatoire, ne fait que me fortifier, transformant sa réaction en carburant pour mon indépendance. Il essaie une dernière carte, la plus basse, menacé de révéler des secrets familiaux, des anecdotes intimes qu'il déforme pour me faire chanter. Si tu continues, je dirai à tout le monde tes faiblesses, tes erreurs passées. Mais je ris intérieurement, un rire libérateur qui monte du fond de mon âme, je n'ai plus peur. Ces secrets sont des riens, des vulnérabilités humaines que j'assume désormais. Fais ce que tu veux, Antoine. Je suis libre de toi, rétorquai-je, tournant les talons pour sortir, les enfants me suivant sans hésiter. Point dehors, Paris s'étend comme un allié bienveillant, ses rues vivantes bruissant de vie, les lumières des cafés, les rires des passants, le murmure de la Seine sous les ponts illuminés. Nous marchons ensemble, Claire, Julien et moi, vers l'hôtel, nos pas synchronisés en un rythme de solidarité. Antoine continue ses assauts les jours suivants, des emails suppliants, des appels bloqués, même une tentative de médiation via un ami commun, mais chaque tentative le rend plus pathétique, un géant aux pieds d'argile s'effritant sous ses propres mensonges. Les employés de l'agence commencent à se distancier de lui, des démissions discrètes signalant le vent qui tourne. Maître Duval m'assure que le divorce avance, mes droits sur la moitié des actions sécurisées. À au fil des jours, je me fortifie, transformant sa fureur en une énergie inépuisable. Je reprends des cours d'art en ligne, esquissant des visuels pour une future agence à moi, imaginant un espace où la créativité fleurit sans chaîne. Les enfants s'épanouissent loin de la tension, Claire peignant des toiles abstraites inspirées de notre révolution familiale, Julien explorant des livres sur la résilience. Paris, avec ses boulevards animés et ses jardins secrets, devient mon sanctuaire, un décor où je réécris mon histoire. Antoine, autrefois mon bourreau, n'est plus qu'un écho distant, sa réaction pathétique confirmant que j'ai enfin brisé le cycle. Ma résolution s'ancre, inébranlable, prête pour le chapitre suivant, une vie d'indépendance, où je suis la protagoniste incontestée. Libérée enfin des chaînes qui m'étouffaient depuis tant d'années, je m'installe dans un petit appartement lumineux au cœur du Marais, un quartier vibrant de Paris où les rues étroites pavées résonnent d'histoire et de vie moderne. C'est un 3 pièces au 3e étage d'un immeuble du XVIIe siècle, avec des poutres apparentes au plafond, un parquet ancien qui craque doucement sous les pas, et de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure fleurie. L'air y est imprégné de l'odeur des boulangeries voisines, des croissants chauds et du café moulu, un parfum qui me réveille chaque matin avec une sensation de renaissance. Claire et Julien passent la plupart de leur temps avec moi, leur chambre décorée selon leur goût, celle de Claire aux murs couverts de toiles abstraites qu'elle peint elle-même, celle de Julien tapissée de posters d'étoiles et de planètes. Symboliquement, cet appartement représente mon renouveau, un espace que j'ai choisi seul, meublé avec des pièces chinées aux puces de Saint-Ouen, un canapé en velours vert émeraude, une table en bois massif, des lampes vintage qui diffusent une lumière chaude et accueillante. Avec mes droits sur la moitié des actions de lumière créative solidement protégées par Maître Duval, je négocie une sortie équitable de l'agence. Les discussions, menées par avocats interposés, aboutissent à une compensation substantielle, une somme qui me permet non seulement de vivre confortablement, mais surtout de réaliser un rêve longtemps étouffé. Je fonde ma propre entreprise, Éclat personnel, une agence de design et de communication axée sur l'empowerment féminin. Installée dans un loft rénové rue de Birague, près de la place des Vosges, l'agence devient rapidement un havre de créativité libre. Mes campagnes mettent en lumière des femmes fortes, des visuels puissants pour des marques de mode éthique, des projets pour des associations soutenant les victimes de violences conjugales, des collaborations avec des artistes émergentes. Les clients affluent, attirés par mon histoire de résilience qui circule discrètement dans les milieux professionnels parisiens.
Votre authenticité est inspirante, me dit une directrice marketing d'une grande maison de couture lors de notre premier rendez-vous, et ces mots me remplissent d'une fierté nouvelle. Les enfants s'épanouissent dans cette nouvelle vie. Claire, avec son talent artistique, m'aide parfois sur des mood boards, ses idées fraîches et audacieuses apportant une touche de jeunesse à mes projets. Un soir, alors que nous dînons sur la petite table de la cuisine à un plat simple de pâtes au pesto que j'ai préparé, elle pose sa fourchette et me regarde avec des yeux brillants. « Maman, tu es si forte maintenant. Avant, tu semblais effacée. Aujourd'hui, tu rayonnes. » Ces mots me touchent au plus profond, une validation inattendue qui fait monter des larmes de joie. Julien, plus pragmatique, ajoute en mordant dans une tranche de pain, « Papa a perdu, maman. Il appelle parfois, mais on voit bien qu'il est perdu sans toi. » Je ris doucement, les serrant dans mes bras, sentant notre lien familial se renforcer dans l'adversité surmontée. Antoine, de son côté, voit son empire vaciller sans le soutien créatif qui était le mien depuis le début. Les rumeurs me parviennent par d'anciens collègues, des campagnes ratées, des clients qui partent vers des agences plus innovantes, Sophie qui démissionne après une dispute explosive. Il tente une dernière approche, un soir pluvieux où il sonne à ma porte, trempé sous un parapluie noir, les traits tirés et les yeux cernés. « Élise, je regrette tout. L'agence sombre sans toi, murmure-t-il, la voix brisée. Mais je reste sur le seuil, calme et inébranlable, le regard fixe. C'est trop tard, Antoine. Tu as choisi ton chemin. » Je ferme la porte doucement, sans colère, seulement avec une paix profonde. Il n'insiste pas, son effondrement est visible, un homme qui a perdu non seulement sa femme, mais l'essence même de son succès. Marchant le long de la Seine au crépuscule, un rituel que j'ai adopté, je sens une paix immense m'envahir. Les lumières de Paris se reflètent sur l'eau comme des milliers d'étoiles, la tour Eiffel scintillant au loin dans sa robe dorée. Les humiliations passées cette réunion cruelle, les critiques insidieuses, la trahison avec Sophie deviennent des leçons gravées dans mon âme, des cicatrices qui ont forgé une femme plus forte. La trahison, autrefois un poignard, s'est muée en catalyseur, propulsant ma renaissance. Je voyage seul pour la première fois, un week-end prolongé sur la Côte d'Azur, Nice avec ses marchés colorés, Monaco et ses jardins suspendus, des promenades solitaires au bord de la Méditerranée où le sel marin emplit mes poumons et lave les derniers résidus de douleur. Je redécouvre la joie simple, un café en terrasse face à la mer, un livre dévoré sous un pin parasol, des rencontres éphémères avec des voyageuses comme moi, partageant des histoires de liberté reconquise. Des nouveaux amis entrent dans ma vie, un cercle de femmes entrepreneurs que je rencontre lors de networking au BHV Marais, des artistes lors de vernissages dans les galeries du quartier. Nous dînons dans des bistrots cachés, riant de nos parcours semés d'embûches, célébrant nos victoires. Des projets ambitieux foisonnent, une collaboration avec une ONG pour une campagne mondiale sur l'indépendance féminine, un livre que j'envisage d'écrire sur ma résilience. Ma vie est mienne désormais, tissée de mes propres choix, sans l'ombre d'un manipulateur pour l'éclipser. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissent dans les squares du Marais, je m'assois sur un banc face à la place des Vosges, observant les enfants jouer sous les arcades élégantes. Claire et Julien me rejoignent, et nous partageons un chocolat chaud fumant acheté chez un artisan voisin. « On est heureux ici, maman, » dit Julien simplement, et ces mots valent plus que tous les empires. La protagoniste de mon histoire triomphe enfin, indépendante et autosuffisante, le cœur guéri des blessures passées. Paris, autrefois une prison dorée, est maintenant ma liberté absolue, une ville où chaque coin de rue raconte une possibilité, où les lumières nocturnes guident vers l'avenir. Je souris à l'horizon, prête à embrasser l'inconnu avec une force que rien ne pourra plus ébranler. Les humiliations se sont transformées en puissance, la trahison en sagesse, la manipulation en discernement. Je suis Élise Moreau, non plus l'épouse effacée, mais une femme complète, rayonnante, maître de son destin. Et devant moi s'étend un chemin illuminé, infini et magnifique.